chargée d'études et développement. Ah là, j'ai FIP, pardon, j'ai été perturbée par le petit message en anglais. Sur le sujet plus particulier du sujet du maintien dans l'emploi et de la prévention de la désinsertion professionnelle et pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme le disait Marion, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et nous vous remercions encore une fois de votre mobilisation pour faire de l'accompagnement de vos salariés qui présentent un risque d'inaptitude un véritable objet de dialogue social. Donc, ce deuxième webinaire d'un cycle de 4 consacré au handicap et aux problématiques de santé au travail était initialement prévu au mois de juin dernier, mais nous avons dû le reporter et nous nous en excusons de nouveau du fait de l'indisponibilité de 2 participants qui étaient véritablement incontournables pour un webinaire de qualité. Nous allons nous efforcer tout au long de cette séquence de vous apporter des éléments d'information sur votre rôle en tant qu'employeur dans la construction d'une politique, d'une stratégie de prévention pour le maintien dans l'emploi, sur celui des partenaires sociaux dans l'accompagnement de vos salariés qui seraient confrontés à des problématiques de santé, également en quoi le dialogue social permet de construire une politique de prévention de la désinsertion professionnelle qui soit partagée. Et enfin, quels seront les leviers et les acteurs mobilisables dans la construction d'une telle politique de prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, je vais laisser la parole à Marion sur les aspects un peu techniques. Et pour ma part, je vous souhaite un très bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Mais merci Valérie. Donc, sur les aspects techniques, ça va être assez court, comme vous avez pu le constater. Donc, sur le format webinaire, en tant que participant, vous n'avez pas accès à vos caméras ni à vos micros. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Pour autant, nous allons quand même pouvoir établir des temps d'échange avec les intervenants. Et pour ce faire, vous avez une barre en bas de votre écran avec un onglet questions-réponses. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir poser vos questions dans cet onglet-là. Nous, on les prendra à la fin de chaque intervention de chaque intervenant. On aura un temps à peu près de 5 minutes durant lequel on s'attachera à répondre à vos questions. Vous avez aussi un chat si jamais vous rencontrez quelques difficultés. Ce qu'on vous demande, c'est de vraiment utiliser le chat pour voilà, des problèmes plus techniques ou pour des messages qui ne sont pas des questions en tant que telles. Et vraiment l'onglet questions-réponses pour les questions que vous souhaitez faire remonter auprès des intervenants. Et pour le reste, l'ensemble donc du webinaire, les documents qui sont présentés lors de ce webinaire et les questions-réponses qui auront été posées pendant ce webinaire seront mis à disposition donc a posteriori sur le site de l'adresse et de la GFIP. Donc vous pourrez retrouver tous ces éléments plus tard si vous souhaitez revisionner ou partager ce webinaire. Je vous souhaite du coup, au nom de tous, un bon webinaire et puis nous pouvons commencer tout de suite avec l'introduction par Madame Bovin. Donc, bonjour à tous, Stéphanie Bovin de la DRETS. Donc effectivement, dans cette thématique, on a une conviction, c'est que le dialogue social, c'est une composante essentielle d'une politique efficiente de prévention de la désinsertion professionnelle pour raisons de santé. Un objet de dialogue social transversal va avoir une finalité, c'est d'inscrire la question du maintien dans l'emploi dans une approche globale de prévention des risques professionnels et de gestion prévisionnelle de l'emploi et de la carrière. Donc, il s'agit de mettre en place des organisations de repérage et de traitement des signaux faibles en prenant en compte des sujets de formation ou encore d'anticipation des évolutions professionnelles. Donc, plusieurs constats sont apparus. C'est une thématique plutôt consensuelle d'après le taux de signature des accords traitant de la question, mais qui va s'avérer peu retenue par les acteurs de la négociation collective en entreprise. Donc, en effet, on a seulement 3% des accords déposés entre 2015 et 2017 qui traitent le sujet du handicap. Seulement 50 accords agréés par la DRETS qui ont été conclus durant cette période, et dont le contenu est souvent très limité. Seulement 25% des accords non agréés comportent des dispositions pouvant être qualifiées de significatives. Et quand elles sont traitées, elles abordent très peu la question du maintien dans l'emploi. Ça va être essentiellement à travers le prisme de l'aménagement de poste. Alors, on émet une hypothèse, c'est que les partenaires sociaux dans l'entreprise ont du mal à se saisir de la question du maintien dans l'emploi pour la traduire par des dispositions et des actions concrètes.
C'est pourquoi un axe de travail de la politique de maintien dans l'emploi a été validé par le comité régional de l'orientation des conditions de travail. Merci beaucoup, Madame Bovin, pour cette introduction. Donc, l'idée, tout au long de ce webinaire, ça va donc être de répondre à tous les grands enjeux, à savoir comment est-ce qu'on va penser la prévention à l'échelle de l'entreprise et puis quelle va être la place du CSE dans la conception et la mise en œuvre de ces actions de prévention. Et tout de suite, nous allons laisser la parole à Madame Claire Brett, donc, qui va nous faire un retour d'expérience sur la manière dont sa structure a pu engager une politique de prévention et sur la manière dont l'employeur peut agir, quels sont ses rôles et marges de manœuvre sur cette thématique. Alors, bonjour à tous. Alors, on en est aux prémices, hein, attention. On n'a pas encore commencé, on n'en est qu'aux prémices. Je vais juste vous présenter un peu le cadre, c'est-à-dire la carte d'identité de l'entreprise, et je vous parlerai de moi rapidement après. Et puis après, ce qui nous a amené à travailler autour de l'inaptitude. Donc, l'entreprise Sanchez, elle est née en 1983. Aujourd'hui, elle compte 38 salariés et on a une moyenne de 20 intérimaires en plus par mois, un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Et on opère dans 4 domaines d'activité, donc principalement bâtiments et travaux publics, donc aménagement de surface, voiries et réseaux divers, du gros œuvre et du génie civil, des réseaux et canalisations et des travaux spéciaux. Voilà. Ensuite, pour vous parler de moi rapidement, moi j'ai 39 ans, j'ai eu une expérience de 10 années à la sortie de l'école en collectivité territoriale où j'étais directrice de services techniques. Et puis j'ai pris la direction de l'entreprise en mai 2019. C'est une création de poste. Donc, autant vous dire que pour se faire accepter sur un poste où on ouvre un poste, le gérant propose quelqu'un, une femme dans le monde du BTP, et qui plus est, quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans le privé et pas vraiment d'expérience non plus dans le bâtiment et les travaux publics. Le souhait du gérant, c'était de faire rentrer quelqu'un qui puisse peut-être faire un petit peu bousculer les lignes du BTP. Et puis, depuis avril 2021, j'ai encore une autre posture parce que je suis co-gérante. Le contexte qui m'a amené à traiter de l'inaptitude, c'est le suivant. Donc, moi, ça faisait 2 ans que j'avais pris mon poste. Sur ces 2 années où j'ai été principalement en observation, en mettant en place des actions petit à petit, où j'ai rapidement appris à connaître tous mes salariés, sauf les salariés en arrêt de travail. C'est vrai que je ne me suis pas rapprochée d'eux et finalement, au bout de 2 ans, je me suis retrouvée à enchaîner, mais à très peu d'écart, 3 licenciements pour cause d'impossibilité de reclassement suite à inaptitude, avec des gens qui ne sont pas complètement reconnus handicapés, mais qui en tout cas, dans le domaine d'activité dans lequel ils étaient, vont difficilement pouvoir retrouver du travail. Et ce que j'ai déploré, il y en a quand même un qui n'a que 50 ans, un autre 59 ans, il n'a pas encore assez cotisé pour arriver à sa retraite, un autre à 57 ans. Ce sont des gens qui sont usés, qui ont eu des accidents de travail, donc qui se sont donnés pour l'entreprise, qui malheureusement, les accidents, ça peut arriver, ont eu des accidents et ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus pratiquer leur métier. On les a finalement laissés 2 ans, voire 3 ans en arrêt de travail. Quand je dis on, je parle de l'entreprise. Je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, il y a la IST, il y a des structures en face. Ces gens-là, ils doivent bien être suivis. S'ils sont en arrêt, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Mais quand on se retrouve confronté à rencontrer la personne en face de soi et puis se dire, mais qu'est-ce que vous allez devenir ? Pour moi, sur le plan humain, ce n'est pas acceptable. Et en plus de ça, pour l'entreprise, c'est dramatique parce qu'on perd des savoirs, parce que des gens à partir de 50 ans, je peux vous dire qu'ils partent avec une sacrée expérience. Aujourd'hui, on est confronté dans le domaine du BTP et même dans d'autres domaines à des problèmes de manque de personnel et on se retrouve en plus de ça à
pas réussir à garder nos personnels, quoi. Donc, voilà, mon objectif que je souhaite voilà, partager avec toute l'entreprise, c'est d'inculquer vraiment une culture de prévention au quotidien et aussi de démontrer que ce n'est pas parce qu'on a une culture de prévention, on ne vient quand même pas au travail pour s'esquinter. Ça, il en est hors de question et qu'on ne va pas aller dans le sens de la performance de l'entreprise. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup mes salariés dire, parce que j'ai fait des remontées d'arbres d'Écosse suite à des accidents de travail. Oui, mais si on fait ça, on va perdre du temps, on va perdre en rentabilité. Moi, non. Ça, c'est un discours qui est inentendable. Voilà. Donc, les enjeux, pour moi, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs de l'entreprise autour de ce projet commun qui sera une véritable culture de prévention, c'est-à-dire qu'on est tous un socle commun quand on parle de prévention, que je ne me retrouve pas avec un chef de chantier qui va aller alerter son supérieur hiérarchique en lui disant moi, par rapport au chantier, ça ne me convient pas, il y a des risques, etc. Et que son supérieur hiérarchique lui dise non, pour moi, c'est suffisant, c'est comme ça que j'avais chiffré. Non, je veux qu'on ait un socle commun. Pour avoir ce socle commun, il faut être dans la discussion, dans le partage, dans le dialogue. Je veux qu'on réussisse à optimiser toute l'organisation qu'il va y avoir autour de la sécurité, autant sur nos chantiers que dans le dépôt, parce qu'on peut avoir aussi, on a eu d'ailleurs des accidents dans les dépôts, en anticipant les problèmes, prévention, la communication et puis la clarification des rôles de chacun, parce que c'est ce que je leur dis, je leur fais passer les entretiens individuels et c'est ce que je leur dis, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Il ne faut pas que ça repose que sur votre supérieur hiérarchique. Mon supérieur hiérarchique a mis telle et telle chose en place pour la sécurité. Je ne suis pas d'accord avec lui. J'estime que ça n'est pas suffisant. Je prends des risques. Je vais me faire mal. Voilà. On en parle. C'est l'affaire de tous. On ne se dit pas, c'est mon supérieur qui a mis ça en place. J'abdique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je souhaite aussi qu'on puisse, à travers cette culture de prévention, améliorer le respect et le fonctionnement des plans de prévention qui existent, parce que tout de suite, bien évidemment qu'il y a des plans de prévention sur chacun de nos chantiers, mais ça reste un document et qui pour moi, est sous-exploité, en tout cas à l'échelle de notre entreprise. C'est un document, c'est une obligation, on va y répondre, on sait très bien y répondre maintenant parce qu'on a l'habitude, mais il ne vit pas ce document, ça reste un document. Et enfin, dans les enjeux, un qui m'est très cher, c'est qu'on puisse améliorer l'ambiance et les rapports sociaux entre tous les salariés de l'entreprise en intégrant justement les contraintes humaines et en générant des valeurs de respect de l'humain, donc la qualité de vie au travail. Parce que pour moi, si j'apporte un bon cadre de vie à mes salariés, ils vont rester chez moi et on va continuer à construire ensemble. Et surtout, ils ne vont pas s'abîmer au travail et ça, c'est mon souhait le plus cher. Après, je vais vous parler des difficultés rencontrées parce que dans le secteur particulier qui est le BTP, que j'ai eu l'occasion de découvrir finalement il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un secteur qui est un des plus affectés par les accidents de travail avec arrêt et par les maladies professionnelles. Et c'est un secteur où le système D est souvent employé, c'est-à-dire qu'un salarié qui va faire remonter qu'il a besoin de quoi que ce soit parce qu'il n'arrive pas à mener sa tâche correctement, parce qu'il n'est pas en sécurité ou quoi que ce soit. Non, j'ai constaté que ça n'existe pas vraiment parce que il faut savoir se débrouiller tout seul. On ne va pas embêter son supérieur hiérarchique, on ne va pas aller embêter sa directrice. Non, on doit se débrouiller, on est payé pour ce qu'on a à faire, on ne doit pas venir vous embêter. Et ça, c'est difficile parce que ça fait 2 ans que je suis là et j'ai très vite remarqué ça et j'ai assez rapidement posé le contexte en disant que moi, j'étais leur directrice et ce que je voulais, c'est qu'ils prennent soin d'eux et que s'ils se sentaient en danger, il fallait le faire remonter. Ce n'est pas forcément évident. Donc, on a ces difficultés-là à surmonter et ça peut se faire qu'à travers le dialogue. Voilà, donc l'importance d'impliquer tous les acteurs et d'avoir un fort leadership des gens de l'encadrement me manque actuellement, c'est-à-dire que voilà, j'ai bien compris que dans ce domaine du BTP et surtout à l'échelle de la PME, il faut quand même
avoir de la rentabilité sur les chantiers. Mais pour moi, ça ne se fait pas au détriment de la sécurité. Et bien souvent, les membres de l'encadrement chez moi pensent que si ça peut, on peut squeezer la sécurité. Voilà, donc c'est en train de changer, mais pareil, il faut beaucoup de dialogue, il faut beaucoup échanger. Donc on a une conscience du risque qui existe, mais il y a un fort déséquilibre entre cette conscience et les moyens à mettre en œuvre pour les prévenir, ces risques. Et puis, une attitude et une posture qui doit rester dans l'envie d'apprendre lors de remontées d'arbres des causes. Souvent, j'ai pu entendre « oui, mais ça fait 15 ans que je fais comme ça ». Ce n'est pas parce que ça fait 15 ans qu'on fait comme ça, il y a des choses qui évoluent, il faut être ouvert et il faut être dans une posture où « oui, j'ai envie d'apprendre pour m'améliorer ». Et voilà, le message, moi, que je souhaite faire passer, c'est que je pense qu'il y a des leviers qui existent. Alors, à l'échelle d'une PME comme la nôtre, c'est vrai que ça a un coût. Ça a un coût parce que mettre en place un dialogue social, ça veut dire réunir les acteurs, ça veut dire réunir les salariés. Et réunir les salariés, il faut qu'ils soient payés sur ces temps-là, parce que c'est pour la performance de l'entreprise, c'est pour l'entreprise. Donc, ça veut dire que le temps qu'ils vont passer autour de la table, pour une entreprise où on a 38 salariés, ils ne vont pas le passer sur le chantier, mais c'est pour du mieux après. Donc, oui, il y a des leviers qui existent. On peut travailler tous ensemble, mener une campagne de dialogue et de partage autour de la culture de la prévention, en s'appuyant sur des professionnels compétents dans le domaine de la prévention, parce que c'est toujours important aussi d'avoir le discours de personnel compétents qui puissent nous amener les choses, nous expliquer, etc. Et qui ont une grande objectivité, qui vont pouvoir dénouer un petit peu ce dialogue, parce que moi, si je l'anime, je reste la directrice, je sais qu'il y a des choses qu'on ne va pas vouloir me dire. On ne va pas vouloir me dire parce que est-ce qu'elle ne va pas taper sur un tel ou un tel, alors que c'est pas, je ne suis pas du tout comme ça, mais voilà, ça reste quand même la directrice, est-ce qu'on va pouvoir tout lui dire, etc. Et de personnes qui vont aussi, avec l'expérience qu'ils ont pu mener dans d'autres entreprises, montrer que la prévention, ça booste la performance de l'entreprise. Voilà, donc s'appuyer sur les intervenants extérieurs, impliquer toutes les parties prenantes, la direction, pour moi, le CSE, c'est très important, tout l'encadrement et les collaborateurs pour qu'après, j'ai des ambassadeurs et que au sein de l'entreprise, je sache que voilà, quelqu'un qui vient travailler chez Sanchez, il sait pourquoi il vient travailler chez nous et voilà, qui est vraiment cette culture qui représente l'entreprise. Et au niveau des leviers, donc je me suis un peu éparpillée, mais au niveau des leviers, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc sur la diapo suivante, j'ai répondu à un appel à projet du FACT. Si vous pouvez juste, voilà. Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Ça, c'est voilà, dans mon ancien métier en collectivité territoriale, je veillais souvent les appels à projets et toute forme de subvention ou de soutien qui pouvait exister pour pouvoir lancer des expérimentations ou autres projets. Et donc, sur le site de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Il y a tout un tas d'appels à projets sur tout ce qui va être expérimentation sur le champ de l'amélioration des conditions de travail. Et là, donc dernièrement, j'ai répondu à un appel à projet sur la prévention de la désinsertion professionnelle des seniors, accompagné par 2 cabinets que j'ai identifiés, AFS Prévention et INES Management. Et donc, il s'appelle CACES, Choisissons d'agir collectivement pour l'emploi des seniors. Et on va commencer ce travail en octobre 2021. Voilà, avec, j'espère qu'on va répondre à tous les enjeux et à l'objectif. Voilà, et puis dans ce comité de pilotage, je souhaite joindre un maximum
d'organismes également qui puissent nous apporter des solutions parce qu'il existe des cellules comme la cellule du maintien dans l'emploi ou autres que parfois en tant qu'employeur on ne connaît pas, parfois on connaît qu'on va solliciter et on n'a pas forcément la réponse escomptée. Donc là, j'espère qu'on va créer un peu une émulation avec ce projet CACES, avec tous les acteurs qui seront autour de la table pour pouvoir un petit peu dériver un peu partout. Et puis, sachez que pour ceux qui peuvent être du BTP et dans le 63, je vais capitaliser tout ça pour faire remonter au niveau de la Fédération française des bâtiments pour qu'ils puissent prendre possession de cette capitalisation et le décliner sur d'autres entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Madame Brett, pour votre intervention. Donc, on a eu quelques questions qui ont été posées pendant que vous parliez, notamment une question autour des freins dans le BTP qui sont liés parfois à la difficulté pour les salariés qui n'ont pas forcément un niveau de français très stabilisé de pouvoir être envoyés vers de la reconversion professionnelle ou de mettre en place un accès à des formations qui leur permettent d'évoluer. Donc vous, comment est-ce que vous gérez ça, notamment quand vous créez une discussion autour des problématiques de santé au sein de l'entreprise? Comment est-ce que vous agissez sur ces problèmes-là? Alors, justement, alors moi, c'est maintenant, je vais vraiment faire attention à ça. Maintenant, j'ai des salariés en accident de travail ou en arrêt. Je garde contact avec eux. Donc, au préalable, de toute façon, maintenant, ils me connaissent, ils savent comment je suis. Au préalable, j'envoie toujours un petit SMS. Est-ce que je peux vous appeler pour prendre des nouvelles, etc. Voilà, dans l'échange. Mais effectivement, c'est vrai que la personne de 50 ans là, qui a été déclarée inapte et qu'on n'a pas pu reclasser, il y a en grande partie, il y a le problème physique, mais je voulais essayer de faire un aménagement de poste. Et ce monsieur est turc et il est venu au rendez-vous avec sa fille parce qu'il ne parle pas français. Et c'est ce que j'ai expliqué à sa fille. Je lui ai dit, vous voyez, pendant 2 ans d'arrêt de travail, c'est dommage parce qu'il y a des structures qui existent pour pouvoir apprendre le français. Et il aurait pu prendre ce temps qui, il était en souffrance aussi, mais pas tout le temps. Il pouvait peut-être travailler un peu son français. Et sa fille m'a dit, non, mais c'est pas grave, il vit chez nous, on s'en occupe. Je dis, oui, il a 50 ans. Demain, il fait quoi? Il va bien avoir des aides. Oui, mais les aides, ça dure un temps. Puis même psychologiquement, je pense que de 50 ans à... Oui, il reste du temps à vivre quand même quand on a 50 ans. Donc, effectivement, ce que je vais faire, je vais me rapprocher de certaines structures. Là, j'ai identifié 2 salariés qui ne parlent pas très bien français. Je les ai identifiés parce que je leur ai proposé des formations et ils ont décliné à chaque fois. Et donc, j'ai essayé de creuser un petit peu. Ils parlent français, mais ils n'écrivent pas le français. Et ils ne se sentaient pas à l'aise. Donc, du coup, là, on va les mettre en relation. Donc là, c'est la gestionnaire RH qui s'en occupe chez nous pour qu'ils puissent travailler leur français parce qu'il y a plein d'organismes qui existent. Après, ils sont motivés et ils sont volontaires. Si jamais ils ne le sont pas, je ne sais pas comment on peut faire. On avait aussi une autre question sur la manière dont vous avez mis en place le dialogue avec les chefs de chantier et comment est-ce qu'ils ont pu différer les délais de remise de chantier lorsqu'il y avait des timings un peu risqués ou qui risquaient d'engendrer des usures professionnelles, donc des questions de performance, de productivité. Donc, quels étaient les prérequis? Comment est-ce que ces chefs de chantier peuvent gérer ces difficultés-là aussi? Alors, là, ça, c'est pareil avec les chefs de chantier. J'ai une grande proximité et là-dessus, j'ai aucun souci. Dès qu'ils détectent un problème, ça a pu être le cas, notamment sur un chantier où on avait 2 niveaux de terrassement et où pour passer d'un niveau à l'autre, dans un premier temps, on n'avait qu'une échelle. Donc, là, c'est moi qui suis intervenue auprès du client pour dire on a un souci de sécurité. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, un ordre de service d'arrêt de travaux. Ça n'a duré qu'1 semaine, mais pour qu'on puisse s'équiper correctement.
Ça, pour l'instant, c'est le temps que cette culture de prévention se mette en place. Dans le travail qu'on va faire autour de cette culture de prévention, on a prévu des ateliers où on va identifier justement tous les risques qu'on peut avoir. On a 4 domaines d'activité, donc on a des risques qui sont bien différents. Et donc, on sera assez rodé. On ne devrait pas rencontrer des situations comme on a pu le faire. Mais évidemment que là, j'ai eu un client indulgent en face de moi, puis qui s'est dit oui, effectivement, c'est pour la sécurité. Et de toute façon, le coordonnateur de sécurité n'aurait pas accepté. Et il y a un moment donné, il faut aussi, pour une PME, en général, on a des clients qui sont peut-être un petit peu plus compréhensifs que pour des nationaux, et les nationaux sont équipés autrement que nous aussi. Et c'est vrai que là, c'est à l'employeur d'aller voir son client pour dire, bon, j'ai eu une remontée, est-ce que vous tolérez, je vais avoir une semaine de retard. Souvent, le dialogue, que ce soit avec n'importe qui, c'est important à partir du moment où on est transparent et où on amène les choses. Je pense que si c'est pour une question de sécurité, ça m'étonnerait que le client n'accepte pas de faire un geste. Merci beaucoup, Madame Brett. On a eu plein d'autres questions, mais comme on est un peu pris par le temps, toutes ces questions, elles seront mises à l'écrit, ne vous inquiétez pas, et donc on fera des réponses écrites Très bien. pour tous les participants aussi. Voilà, donc on a bien pris vos questions, elles seront traitées par ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Et donc, merci à vous, Madame Brett, pour cette présentation. Et puis tout de suite, on va parler maintenant un peu de la place aussi du CSE, donc dans la conception et la mise en œuvre des actions de prévention. Et pour cela, on va commencer par une intervention de Monsieur Lannet sur le rôle du CSE au cœur du dialogue social et puis la réflexion collective qui peut être menée par le CSE en matière de maintien au poste et d'accompagnement des salariés. Bonjour, donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord d'avoir invité la CFDT à ce webinaire. En tant qu'acteur, c'est vrai qu'on travaille énormément avec les différents acteurs territoriaux et régionaux et nationaux sur le sujet du maintien de l'emploi, et c'est une de nos préoccupations en interne au niveau de notre réseau santé-travail régional CFDT. Donc merci pour nous avoir ouvert cette porte à ce webinaire. Et puis, je remercie aussi tous les participants présents et qui écoutent ce webinaire. On reste, nous, après ces webinaires, à l'écoute pour répondre également aux différentes questions qui se poseraient, parce qu'en un webinaire assez court comme ça, c'est un sujet extrêmement vaste sur lequel on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions ce matin, effectivement. Donc, juste une petite diapo, alors quelques diapos support pour présenter le sujet, mais ça a déjà été dit en partie dans l'introduction, et puis je pense que ça sera repris également par les représentants de la GFIP et de la DRETS, mais quelques chiffres quand même assez inquiétants sur les réalités du monde du travail aujourd'hui en termes de maintien d'emploi et de handicap. 12 millions, c'est le nombre de personnes qui vivent en France avec un handicap. Donc c'est y compris une incapacité mineure. Et dans 80% des cas, il faut savoir que ce handicap est invisible. Donc on peut avoir autour de nous, dans le monde du travail, des personnes qui ne se sont pas déclarées comme personnes en situation de handicap pour diverses raisons, mais qui subissent quand même un certain nombre de contraintes et de difficultés face au travail et face aux objectifs que l'entreprise peut leur donner. Alors face à ça, il y a la possibilité de se déclarer d'avoir une reconnaissance comme travailleur handicapé, mais ce n'est pas toujours si simple que ça. Je pense que les personnes autour des écrans le savent. Et il faut savoir que ces handicaps au travail, l'usure au travail reste la deuxième cause de survenance de handicap après le vieillissement. Donc, c'est quand même un problème assez important sur lesquels nous avons un certain nombre de leviers pour pouvoir essayer de résorber ces chiffres. Mais c'est toute la problématique dont on va parler aujourd'hui. 11 074, pardon, vous avez été un peu vite, c'est le nombre de personnes licenciées pour inaptitude. Oui, si vous pouviez revenir là. Voilà, 11 074, c'est le nombre de personnes licenciées pour inaptitude en 2017 dans la région. C'est-à-dire ça, ce sont des chiffres qui passent inaperçus dans les radars, dont on ne parle pas trop dans les médias. On parle souvent de PSE, de licenciement, de fermeture mais on a quand même plus de 10 000, enfin plus de 11 000 personnes qui sont licenciées, en tout cas en 2017. Et alors, si ça se résorbe un peu, on est quand même sur des chiffres en moyenne autour de 10 000 personnes par an licenciés pour inaptitude. 900 €, c'est le montant mensuel qu'une personne seule va toucher comme adulte handicapé.
Et puis alors 38, bon, le chiffre est un peu, la directe a parlé tout à l'heure de 50, hein, c'est le nombre d'entreprises en région concernées par un accord sur le handicap. Donc vous voyez qu'entre les 12 millions, les 11 000 licenciements, les 900 € qu'on va toucher, et ces 38 accords, enfin 38, entre 38 et 50 accords signés par les entreprises sur le handicap, on est dans des écarts énormes entre la réalité et l'action, enfin, l'action formalisée autour d'un accord. Et donc voilà, j'entendais même Madame Brett tout à l'heure, enfin, c'est pas Madame Brett, c'est la personne qui a fait l'introduction. Est-ce que les partenaires sociaux ont du mal à se saisir réellement de la problématique du maintien de l'emploi? En fait, il faut voir que ce n'est pas la problématique dont on a du mal à se saisir, hein. C'est le fait de se mettre d'accord sur les leviers d'action. Et donc, j'entendais dans le témoignage précédent qu'il y avait un certain nombre de leviers qui avaient été activés par cette personne-là, enfin, cette représentante d'entreprise. Et effectivement, ces leviers, il faut arriver à les identifier et les mettre en œuvre rapidement pour faire de la prévention primaire, c'est-à-dire anticiper en amont avant que les personnes s'usent au travail et avant qu'on soit devant des constatations d'inaptitude, d'accident du travail, d'arrêt maladie. Donc, c'est vraiment en amont qu'il faut qu'on agisse et c'est tout l'objet de ce webinaire. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, alors là, vous avez le nombre d'entreprises qui ont signé un accord, mais c'est souvent, on est devant des personnes qui sont assez fatalistes, qui méconnaissent le réseau d'acteurs, qui ont des impératifs, vous l'avez cité dans le bâtiment tout à l'heure, notamment sur des donneurs d'ordre qui, eux, sont intraitables avec leurs sous-traitants, et du coup, des objectifs d'entreprise qui sont tellement ambitieux et tellement contraignants que la place de l'humain disparaît au profit du temps, de la rentabilité, etc. Donc, il va falloir effectivement trouver des solutions face à ça. On a aussi le problème de la lourdeur administrative. Hein. J'entendais la réponse à un appel à projet au FACT, effectivement, si toutes les entreprises pouvaient répondre à tel projet, ça serait bien. Il faut savoir qu'on a aussi une certaine fluctuation administrative dans la proposition d'aide à une multitude d'acteurs. On parle de 1000 feuilles d'acteurs. Enfin, là, les entreprises s'y perdent un peu. Les représentants des salariés, ce n'est pas forcément leur rôle d'aller chercher ces aides-là. Donc voilà, on a tous ces phénomènes qui jouent en défaveur du maintien dans l'emploi et qui font qu'au final, le dernier maillon de la chaîne qui va être impacté par ces conséquences, je dirais, c'est le salarié fragilisé, en fait. Donc là, on a un certain nombre de points au niveau des organisations syndicales régionales, et M. Marc-Henri Lazare en parlera tout à l'heure, je pense. On participe à des instances régionales. Alors le CSE, c'est une instance locale dans l'entreprise, mais le GPRO et le CROC, donc ces groupes, pour faire rapide, hein, des groupes paritaires dans lesquels tous les acteurs se retrouvent au niveau de la région, déclinent des actions nationales qui font partie d'un plan santé-travail national, et on tente de mettre en œuvre un plan régional santé-travail, donc le PRST, des PRST successifs. Il y en a eu 3 jusqu'à présent, on va entamer le 4e. Et parmi les groupes, les réunions qu'on peut faire ensemble, on essaie de construire des outils, des préconisations. Vous avez sous les yeux, je ne vais pas tout vous lire, un certain nombre de préconisations qui sont adressées aux élus du CSE, employeurs et représentants de salariés, qui, eux, peuvent en faire ce qu'ils en veulent. C'est-à-dire que soit, effectivement, ils utilisent ces préconisations pour améliorer l'accompagnement des salariés, leurs travaux sur la prévention et sur la limitation des risques, soit ils continuent leur petit bonhomme de chemin sans en tenir compte. Le problème qu'on a actuellement, c'est la diffusion de cette information et la redescente de cette information jusqu'au plus bas de l'échelle, enfin, jusqu'aux personnes concernées, c'est-à-dire les représentants des salariés et les directions d'établissement. Donc, on a un travail à faire en termes de communication, mais vous voyez que le rôle du CSE reste important, que ce soit côté collectif comme côté individuel. Il a des leviers, il a des moyens, il a des acteurs autour de lui qui sont souvent assez méconnus. Par contre, et vous pouvez passer à la diapo suivante, sur le maintien dans l'emploi, il a un rôle essentiel au niveau du CSE, lorsqu'il y a un CSE, mais dans toute entreprise, même sans CSE, on peut travailler sur ces thématiques-là, avec la mise en place d'une instance de maintien dans l'emploi, même si ce n'est pas obligatoire par la législation. Rien n'empêche une entreprise de 10, 20, 30 salariés de mettre en place une instance de maintien dans l'emploi et de travailler sur le sujet, et d'essayer de maintenir du lien avec les salariés en situation fragilisée, et encore plus avec les salariés qui sont en arrêt de travail ou en arrêt de maladie, et d'essayer de prendre en compte la situation des femmes et des hommes
qui sont touchés par des difficultés au travail. Donc, on a sur le maintien dans l'emploi des recettes, des méthodes, des outils qui existent. Ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est un peu ce que disait Madame Brett tout à l'heure, c'est de convaincre l'ensemble des acteurs de travailler sur le sujet et d'accepter de faire une pause et de prendre le temps de voir dans l'entreprise où on en est. Est-ce qu'on est en train de créer des situations à risque et des situations dans lesquelles les salariés vont se retrouver en difficulté, ou est-ce qu'on est dans une entreprise où tout va bien? On parle là de la qualité de vie au travail. Alors maintenant, on parle de qualité de vie et de conditions de travail. C'était un grand mot, hein, mais la qualité de vie et de conditions de travail, ça englobe tout un tas de choses qui prennent effectivement un peu plus de temps que la pure production ou la fabrication d'outils ou de services que l'on souhaite vendre pour faire tourner notre entreprise. Donc, il faut savoir se dire que dans l'entreprise, il y a aussi tout ce qui se passe en coulisses. Il n'y a pas uniquement que la production, il n'y a pas uniquement que le retour financier, il y a aussi tout le côté humain. Et je remercie Madame Brett d'avoir parlé, effectivement, d'avoir insisté sur ce volet-là tout à l'heure. Et on aimerait bien qu'il y ait une multitude de représentants, d'employeurs et d'employeurs qui tiennent ce discours-là. C'est malheureusement pas le cas. Mais une entreprise sans hommes et sans femmes ne vit pas. Hein. Ou alors c'est une entreprise virtuelle, c'est uniquement de l'actionnariat, mais ce n'est pas une entreprise créatrice de richesse ou de biens ou de services. Donc l'homme et la femme ont une place essentielle dans l'entreprise et il faut savoir remettre ça à un moment donné sur la table en se disant qu'est-ce qu'on fait des hommes et des femmes qui travaillent dans ces entreprises et comment on travaille avec eux à co-construire des solutions. J'entendais tout à l'heure qu'effectivement certains acteurs ou certaines structures n'apportaient pas les réponses attendues par l'entreprise. Ben oui, ces structures, ces acteurs régionaux n'ont pas les réponses toutes faites. Chaque entreprise a sa propre réalité, comme chaque salarié a sa propre réalité au travail. Donc, il faut savoir être à l'écoute, identifier ces réalités et ensuite co-construire avec les acteurs, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on préconise, hein, co-construire avec les acteurs de l'entreprise et les acteurs externes des solutions adaptées à nos problématiques de maintien dans l'emploi ou de risque au travail, de fragilité de personnes. Et pour ça, on préconise encore une fois de désigner en tout cas en local des représentants de proximité, ce qui a un peu disparu avec la mise en place des CSE, puisque vous savez qu'avant on avait des délégués du personnel dans les entreprises de plus de 10 salariés. Aujourd'hui, avec la mise en place du CSE, on a perdu quand même pas mal de moyens de représentants de proximité. Il est important et essentiel de redésigner des représentants de proximité lorsque vous êtes dans des entreprises multi-établissements avec des effectifs assez restreints dans certains établissements. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir des personnes formées, à l'écoute, conscients des problèmes du terrain, qui sont en capacité de faire remonter au niveau central à une direction ou à une équipe, en tout cas chargée de la sécurité et de la santé, de faire remonter ces réalités-là. Un chef d'entreprise ou un DRH ne peut pas connaître toutes les réalités de tous les établissements ou des différents services dont il a la responsabilité. C'est impossible. Sauf à faire tous les jours une tournée de 5 heures dans l'ensemble de ces ateliers. Et ça, j'y crois pas trop. Et à un moment donné, il risque d'être déconnecté. Et pour ça, il lui faut des représentants de proximité. C'est indispensable. Donc voilà, on préconise la mise en place d'une telle structure. Donc un petit schéma, vous pouvez le dérouler de façon complète, ce schéma-là. On a essayé de schématiser un peu les différents lieux d'action ou en tout cas d'écoute qui permettent de travailler sur le maintien d'emploi avec le CSE, avec les cellules de maintien d'emploi, avec des représentants de proximité au centre. Et le rôle, vous voyez, il est multiple. Hein. L'écoute, l'évaluation des impacts sociaux afin de les limiter, l'observation du travail, enfin ça, n'importe quel spécialiste, mais à la CFDT, on n'est pas forcément des spécialistes, mais n'importe qui vous dira si vous souhaitez réduire les risques au travail, améliorer la santé, améliorer le bien-être au travail, une chose essentielle, c'est d'être à l'écoute et en observation, d'où les représentants de proximité. Ensuite, de communiquer, de former, de sensibiliser les équipes, mais à tous les niveaux. On ne se contente pas de former un salarié à la culture d'entreprise, on forme aussi le management à l'écoute, à être un peu dans l'empathie, à ne pas penser uniquement qu'à la production et à la compétition entre services, ce qui se passe dans certaines entreprises. Et puis ensuite, de passer de l'individuel au collectif pour co-construire des démarches qui pourront
perdurer dans le temps, parce qu'on peut travailler que sur l'individuel, accompagner une personne fragilisée, lui proposer une reconversion, une formation. Mais là, on ne résout pas le problème de l'entreprise qui détruit, dans un service, qui détruit les hommes. Donc, il va falloir travailler avec les acteurs externes comme la GFIP, la CARSAT ou d'autres, à des démarches co-construites d'investissement pour pouvoir adapter l'outil à l'homme au lieu d'adapter l'homme à l'outil et savoir que lorsque l'homme sera usé, ben, on pourra s'en débarrasser, le confier à la collectivité et le remplacer par un homme tout frais, un homme ou une femme. Ça, ce n'est pas une démarche responsable. Ce n'est pas ça qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, le but, c'est bien de travailler collectivement à construire des solutions ensemble avec les outils, les moyens dont on dispose. Je dirais aujourd'hui, en France, on a des outils, enfin, ce n'est pas la directe qui me contredira, ni la GFIP, ni je pense Madame Brett. On a des outils et des financements qui existent. Malheureusement, ils ne sont pas suffisamment souvent connus et mis à profit dans toutes les entreprises qui ont des problèmes parce que, encore une fois, le nez dans le guidon et les chiffres sur la table, ils essaient de rester compétitifs à tout prix pour rester dans la course à la production, à la compétitivité. Et ça fait des dégâts, malheureusement, qui datent des années. Mais il y a quelques années, on n'avait pas autant d'aides qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des aides, des acteurs qui sont là pour accompagner les entreprises qui le souhaitent. Encore faut-il proposer effectivement des solutions administratives assez simples et puis que les employeurs acceptent de prendre le temps de réfléchir avec ces acteurs-là pour co-construire ces solutions. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un point important qu'il faut savoir, c'est que la loi, et les CSE existent, j'en ai parlé, les acteurs existent, les financements existent. L'employeur ne doit pas attendre d'être contraint et d'être mis devant le fait accompli, et contraint par la loi et pris à défaut. Mais il doit comprendre un peu comment se passe effectivement le travail dans une entreprise par l'observation et puis l'action derrière, et ne pas attendre que la législation fasse tout à sa place, que les acteurs fassent tout à sa place, mais accepter de se dire que dans son entreprise, il y a des hommes et des femmes qui ont une intelligence, qui ont des capacités d'adaptation énormes, surtout lorsqu'ils sont dans le bien-être au travail, qui, au contraire, lorsqu'ils sont dans le mal-être au travail, vont bloquer leur performance d'entreprise. J'entendais Madame Brett parler de performance. Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on regarde lorsqu'on observe des entreprises qui ont accepté de travailler un peu plus dans le dialogue social, dans la prévention primaire, dans l'écoute de leurs salariés, dans la reconnaissance et la valorisation de leur travail, de leur savoir-faire, ils sont restés en route, ils sont restés dans le nombre d'entreprises compétitives, contrairement à d'autres qui ont utilisé des méthodes plus contraignantes, beaucoup moins humaines, sans écoute. Ils ont plutôt tendance à régresser et finalement à perdre la course et à disparaître. Donc ça, lorsque tous les employeurs auront compris ça, et tous les représentants de salariés et les salariés auront accepté de se mettre autour de la table, je pense qu'on progressera dans le maintien dans l'emploi et dans la santé au travail. En tout cas, dans la conception et la mise en œuvre d'actions de prévention, encore une fois, il faut savoir que les causes sont énormes, diverses et variées. Chaque entreprise a ses problèmes, je le disais. C'est important de regarder quel est, dans le contenu de travail, notre organisation, le management et l'environnement du travail, comment ça se passe. Et pour ça, encore une fois, on a des experts en externe et en interne. La compréhension et la connaissance du travail, ça reste quand même la personne qui est sur le travail elle-même. Et c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, il faut savoir faire confiance aux salariés et savoir les écouter pour qu'ils nous expliquent, enfin qu'ils expliquent aux personnes chargées de prendre des décisions qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Un exemple très fort, vous l'avez dit, Madame Brett, tout à l'heure, vous allez parler, entre guillemets, de tout ce que les gens font pour essayer de s'en sortir. On appelle ça le travail invisible. Ce travail invisible, le système D, un peu, qui existe beaucoup dans le bâtiment, et qui aujourd'hui existe aussi également ailleurs, notamment dans l'aide à domicile. Faute de moyens, on se débrouille un peu comme on peut. Ce système D fait partie de l'adaptation et des capacités d'adaptation des salariés. Il faut arriver à identifier comment ils arrivent à faire leur travail sans bien qu'ils n'aient pas les moyens. Pourquoi ils arrivent à le faire, valoriser cette capacité d'adaptation, faire en sorte de la formaliser pour que on modifie l'organisation du travail, qu'on reconnaisse que voilà, il faut peut-être travailler différemment, avec des outils un peu différents, des moyens différents, une reconnaissance différente, mais que l'homme est quand même au centre de tout ça.
Si on ne fait pas ça, derrière, effectivement, on va dans des formes de travail qui sont non reconnues, non valorisées, et une désaffection du travail, une perte d'attractivité du travail. Les salariés finissent par s'en aller. Je pense que vous avez dû entendre tous les informations ce matin sur des employeurs qui se plaignent de ne pas pouvoir embaucher, de trouver les salariés qui souhaitent. Ils ont du mal à embaucher, mais vous avez avec la crise du Covid des gens qui ont carrément changé de direction, ils ont décidé de changer d'orientation. Ils ont été déçus, je pense, par leur filière aussi, faute de reconnaissance, faute de protection. Et aujourd'hui, ils changent de travail et ça provoque effectivement des difficultés d'embauche dans certains secteurs. On a là, alors juste pour vous dire, au niveau de la CFDT, on a, au-delà de tout ce qu'on met en place au niveau de la région, notamment un réseau de travail constitué de référents territoriaux. Je crois d'ailleurs qu'il y en a un ou deux qui sont présents là autour des écrans. On a mis en place donc des référents territoriaux, mais on a également mis en place une plateforme ARC qui permet de mettre en relation des salariés, des personnes qui posent des questions et d'avoir des réponses. Ça fait partie des outils qu'une entreprise pourrait mettre en place également, au-delà de l'écoute directe et des discussions, pouvoir avoir des lieux de discussion, d'échange, de réponse, de dialogue social. Je rappelle simplement que ça avait été créé par les lois Auroux il y a plusieurs années déjà, la mise en place d'un droit d'expression et pour pouvoir discuter de son travail dans le service. C'est tombé en désuétude parce que certains employeurs ne s'y intéressaient pas, trouvaient que ça ne servait à rien. Aujourd'hui, ça revient un peu sur le devant de la scène avec ces cellules de dialogue social. Je pense qu'il faut relancer ça dans le monde du travail. Vous avez sous les yeux quelques liens d'acteurs qui peuvent vous donner des précisions sur comment travailler sur la santé au travail, sur le dialogue social. Je pense qu'encore une fois, les acteurs, les moyens et les idées ne manquent pas. C'est souvent la volonté qui manque et le temps qu'on souhaite y consacrer qui manque. Mais pour ma part, je dirais que pour avoir fait à la CFDT, nous avons fait une enquête en 2017 avec 200 000 réponses des salariés au niveau national. Une des premières réponses des salariés, ça a été un grand besoin de participation de la part des travailleurs pour progresser dans le monde du travail et améliorer le bien-être au travail. Donc, vous voyez que les salariés sont volontaires, ils ont envie. En face, il ne faut surtout pas fermer les portes. Et ce qui est fait dans l'entreprise, le témoignage qu'on a vu précédemment, est très intéressant. Ça fait partie des rares entreprises qui acceptent d'ouvrir la porte et de passer un peu plus de temps à l'écoute et à la discussion, en sachant que derrière, il y aura un retour immanquable sur la performance de l'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Lannet, pour cette présentation. On a quelques petites questions, notamment une question qui va sur le fait qu'effectivement, quand on veut de la performance d'un salarié, il faut prendre soin de son travail parce qu'un salarié en arrêt, c'est un salarié du coup qui n'est pas performant. Derrière, comment est-ce que vous faites, par exemple, sur des petites entreprises qui n'ont pas forcément de représentants du personnel ni de CSE pour mettre en place des discussions autour des difficultés ou créer un dialogue social? Quelles seraient un peu les bonnes pratiques à mettre en œuvre? Vous parliez tout à l'heure d'observation et d'écoute. Comment est-ce qu'on se met dans cette posture-là aussi quand on est une petite entreprise? Alors, je dirais que c'est encore plus facile, c'est peut-être contradictoire, mais c'est encore plus facile je veux dire, dans une petite entreprise d'être à l'écoute et dans le dialogue avec ses salariés, puisqu'on a moins de monde autour en principe. Vous avez 8 ou 10 personnes dans votre établissement, enfin de votre entreprise, j'imagine un artisan qui a embauché 5-6 personnes. En général, il les voit beaucoup plus souvent et il a un peu plus de possibilités de discuter avec eux qu'une entreprise de 200 ou 300 personnes. Donc, a priori, ça devrait être plus simple. Et pourtant, on a l'impression que c'est plus compliqué. Moi, sincèrement, dans les TPE, donc les très petites entreprises, on voit de tout. Vous avez des employeurs qui ont un certain nombre qui ont en eux des valeurs humaines fortement développées, et qui font tourner leur entreprise du feu de Dieu avec des salariés qui sont hyper motivés, qui arrivent à avoir accès à des formations, bien que le travail soit important dans une petite entreprise, et qui s'entendent très bien, et l'entreprise se développe, et puis on voit cette entreprise passer de 10, 20, 30, 40 salariés. Donc, je ne pense pas que ça soit uniquement une question de taille. C'est aussi une question de volonté collective de la part des employeurs et des salariés qu'ils ont embauchés. Et puis, après, les solutions sont diverses. Ce n'est pas parce qu'il
un CSE existe dans une entreprise qu'on a la solution à tous nos problèmes. La majorité de la construction du dialogue social et des accords ou des chartes ou des accords informels qui peuvent se faire dans une entreprise devrait se faire, oui, entre 2 ou 3 réunions de CSE. Et ce n'est pas avec une réunion de CSE tous les mois ou tous les 2 mois que vous allez solutionner les problèmes de sécurité, de santé, de formation, d'évolution, de reconversion, de retraite, enfin voilà, de préparation à la retraite. Ce n'est pas dans ces réunions-là que tout se fait. Ces réunions, elles sont là uniquement pour formaliser un certain nombre de choses et les acter dans un certain nombre de dossiers pour pouvoir démontrer qu'on a fait le boulot. Enfin, bon, je résume un peu, c'est très synthétique, mais tout le travail se fait entre les réunions, dans des relations qu'on peut avoir avec des hommes et des femmes dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment une volonté de se dire, voilà, mon entreprise, elle est à taille humaine. Son avenir dépendra des hommes et des femmes qui la constituent, direction, salariés, ouvriers ou chercheurs, enfin, voilà, tous les hommes et les femmes qui sont là, comptables, etc. Et ces hommes-là et ces femmes-là, soit effectivement, je les considère comme des hommes et des femmes en responsabilité avec des capacités, des compétences et des possibilités de proposition qui vont faire en sorte que mon entreprise va progresser, soit je les considère comme des personnes qui sont là pour exécuter mes ordres. Vous voyez que l'approche est différente. Un chef d'entreprise n'a pas toutes les solutions, il ne peut pas tout connaître, c'est pas possible, sauf avoir, s'il le croit, c'est qu'il a un ego surdimensionné. Excusez-moi. Donc, on dépend vraiment des hommes et des femmes qui constituent cette entreprise et il faut travailler avec eux en permanence, dans les idées, dans l'approche, mais ça dans tous les domaines, hein, pas uniquement dans la santé au travail. Donc, et alors, je terminerai pour pas être trop long, mais il faut savoir qu'au niveau de la région, on a une commission paritaire régionale de l'artisanat, la CPRIA, qui réunit des représentants de ces petites entreprises-là et qui travaille aussi à essayer de mettre en œuvre des préconisations, à partager des idées, des expériences et à accompagner les chefs de petites entreprises dans ces problématiques-là et sur ces thématiques. Donc, c'est aussi une façon de se dire on n'est pas tout seul dans notre petite bulle d'entreprise. Il y a autour de nous des acteurs au niveau de la région avec des moyens, des idées. Essayons de partager tout ça. Je fais le lien très rapidement avec une association de sport. Vous faites du foot, vous faites du basket, de la danse, du violon, je ne sais pas. Vous ne restez pas uniquement dans votre petite association. Vous allez voir ce qui se passe autour. Vous faites des rencontres, vous partagez des idées. Voilà, il y a une certaine émulation lorsque vous êtes avec des personnes qui ont les mêmes thématiques, les mêmes envies, les mêmes valeurs que vous. Et du coup, l'ensemble de la collectivité progresse. Les entreprises, c'est pareil. Enfin, ça devrait être pareil. C'est malheureusement pas toujours le cas. Merci beaucoup, Monsieur Lannet. Comme on est un peu contraint par le temps, les autres questions vous seront posées à l'écrit, mais un grand merci pour votre intervention. Et puis pour continuer un peu sur la thématique du CSE, on va avoir une intervention de Monsieur Pierre Jolidon qui va un peu expliciter les différences d'approche qu'on peut avoir entre des représentants du personnel et le CSE pour un peu clarifier tout ça. Merci beaucoup, Marion. Oui, effectivement, je vais vraiment m'inscrire dans la continuité des propos qui ont été tenus par Monsieur Lannet et Madame Brett, et en particulier Monsieur Lannet sur le schéma qui détaillait la stratégie qui peut être mise en place en faveur du maintien dans l'emploi, et notamment sur le rôle un peu dual qui est celui des représentants du personnel. Alors, évidemment, on l'a dit depuis le début, pour les représentants du personnel, l'intégration des salariés en situation de handicap, c'est une priorité, comme est une priorité le sujet des personnes en situation de le devenir, et de manière un peu plus générale, la prévention de l'inaptitude à l'emploi. Le rôle des représentants du personnel, il est essentiel parce qu'il comporte plusieurs dimensions, à la fois sur une échelle individuelle, mais aussi sur une échelle collective. Et ces deux dimensions qui ne doivent pas être confondues et qui doivent bien être distinctes l'une de l'autre. Alors, dans un premier temps, si on s'arrête sur les missions des représentants du personnel concernant l'approche individuelle, les missions, elles sont multiples. Alors, on peut tout d'abord mentionner, c'était dit tout à l'heure, le travail de repérage qui peut être le leur. Évidemment, les représentants du personnel peuvent être une porte d'entrée pour les salariés en situation de handicap ou rencontrant des problématiques de santé via le repérage de ces derniers. Par exemple, si les représentants du personnel sont membres d'une commission de maintien dans l'emploi, comme c'est le cas dans certaines entreprises, ils peuvent utiliser cet outil de coordination qui est dédié au maintien dans l'emploi pour faire remonter certaines situations et ainsi alerter la direction et les acteurs RH sur la situation d'un salarié. Alors, ce travail de repérage, il peut faire suite à différents cas de figure. Soit il repère que la santé d'un salarié se dégrade,
soit il repère que des difficultés de maintien dans l'emploi sont prévalentes, soit lorsqu'un salarié vient spontanément faire part de ces difficultés aux représentants du personnel. Donc, on a finalement une multitude de situations qui justifient le fait que les représentants du personnel peuvent faire remonter un certain nombre de situations. Ce travail de repérage, il est essentiel, mais il est évidemment complémentaire à ce qui peut être fait par le manager, les collègues de travail, les acteurs RH et le médecin du travail, bien évidemment. Ça a été dit tout à l'heure, dans le cas où il n'y a pas de représentant du personnel, ça ne signifie pas pour autant que ce travail de repérage des salariés en difficulté est moindre. Les collègues, les acteurs RH, les managers, les médecins du travail, ils peuvent eux aussi, évidemment, repérer les personnes en difficulté et faire remonter ces situations. Ça peut passer par différentes formes. Ça peut être le suivi d'indicateurs RH, par la mise en place d'un dialogue formel ou informel d'ailleurs, qui permet aux salariés de se sentir suffisamment en confiance pour parler de leurs difficultés, ou même en prenant le temps de sonder les personnes sur leurs ressentis, leurs difficultés, notamment grâce à la proximité quotidienne qu'on peut avoir avec tel ou tel membre de l'équipe. Et c'est cette proximité aussi qui permet d'être rapidement alerté sur les problématiques rencontrées par l'autre. Donc ça, c'est un des premiers volets, entre guillemets, du rôle des représentants du personnel par rapport au sujet du maintien dans l'emploi, c'est ce volet du repérage. Également, les instances représentatives du personnel, elles peuvent constituer un trait d'union entre la direction et les salariés. Ils peuvent jouer un rôle de relais. On sait très bien, dans certains cas, les salariés sont plus à l'aise à l'idée de parler et d'aborder leurs problématiques de santé et leurs difficultés à leurs représentants du personnel plutôt qu'à leur DRH ou à la direction directement. C'était dit notamment tout à l'heure par Madame Brett. D'ailleurs, dans le cas où l'entreprise ne disposerait pas de représentant du personnel, elle peut toujours mettre en place une discussion avec son collectif de travail pour que ces derniers désignent collectivement une personne de confiance. Ce que M. Lannet a appelé tout à l'heure, j'ai perdu le terme, mais un interlocuteur de proximité. Voilà, et qui pourra, lui, derrière, jouer ce rôle de relais auprès de la direction. L'employeur lui-même, il peut mettre à disposition de ses salariés les coordonnées des syndicats de branche représentatifs sur le territoire pour que ces derniers puissent directement solliciter une personne externe sur leurs difficultés. À ce titre, d'ailleurs, il y a un fichier national qui existe, qui est fourni par le ministère du Travail. On pourra, si vous le souhaitez, le mettre à disposition en intégrant le lien dans le support PowerPoint. Bon, mais dans tous les cas, que ce soit une personne de confiance ou que ce soit les instances représentatives du personnel directement, ce trait d'union entre la direction et les salariés, il est important. Il peut porter sur plein de sujets différents. Mais souvent, on a quand même comme sujets qui sont évoqués les questions qui vont porter sur l'intérêt ou non, par exemple, de faire reconnaître sa problématique de santé via une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. On le sait, qui peut encore générer un certain nombre de craintes pour les salariés. Comment va réagir la direction? Est-ce que je vais être étiqueté? Est-ce qu'il y a un risque de licenciement pour inaptitude? Est-ce que je vais être reclassé de manière contrainte? Enfin, voilà. Il y a toute une somme de questions qui peuvent déjà être évoquées, déminées dans le dialogue interpersonnel entre le salarié et le représentant du personnel. Et donc, dans ce cadre-là, cette première prise d'information avec les représentants du personnel ou une personne de confiance, elle peut apparaître moins risquée pour les salariés qu'en échangeant directement avec la direction. Et le relais peut se faire ensuite d'une manière un peu plus apaisée pour le salarié. Toujours dans cette approche un peu individuelle, il y a un rôle aussi d'information et de lutte contre les préjugés pour les représentants du personnel. On le sait, on a encore beaucoup de salariés qui ne sont pas sensibilisés sur le sujet du handicap. Les représentants du personnel, ils ont aussi un rôle d'information et de sensibilisation des salariés sur ce qu'est le handicap, à la fois concernant la diversité des situations qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance administrative, mais aussi des droits qui sont rattachés, à la fois sur le plan professionnel, la possibilité de mobiliser telle ou telle aide de la GFIP, des prestations spécialisées, etc., mais aussi, et ça fait souvent partie des questions qui sont posées par les salariés, des aides qui sont mobilisables sur le volet plus personnel. Ça s'ajoute quand même au fait que la notion de handicap, elle est souvent confondue avec d'autres notions qui s'entremêlent. On va parler de handicap, d'inaptitude, d'invalidité, d'incapacité. Ici encore, on a une multitude de terminologies qui constituent autant de barrières et de freins pour que les salariés soient à l'aise à l'idée de pouvoir évoquer leurs problématiques. Et donc parfois, aient le besoin, de passer par les représentants du personnel pour aborder certains de ces sujets. Ici encore, l'employeur, il peut lui-même conduire ce travail d'information s'il n'a pas forcément de représentant du personnel. Donc, il y a toutes ces informations. Et puis, il y a aussi, de manière un peu plus globale, un travail de lutte contre les préjugés et les idées reçues. D'abord, pour les salariés concernés, parce qu'on sait très bien que la reconnaissance du handicap,
elle touche l'image de soi et elle pose la question de l'acceptation, mais aussi la lutte contre les préjugés qui concernent notamment les collègues. Il faut expliquer aux salariés que l'employeur il a des obligations, mais surtout que le travailleur handicapé, c'est un salarié comme un autre. Et ça passe par une démarche proactive, à la fois des représentants du personnel comme de l'entreprise. Et puis, ce qu'on peut ajouter aussi concernant le rôle dans une approche plutôt individuelle des représentants du personnel, c'est le rôle d'accompagnement qui peut se faire en direct. Ah oui, en parallèle des actions de repérage, d'information ou de sensibilisation, les IRP, elles peuvent également accompagner en direct les salariés qui le souhaitent. Ça peut passer par plein de formes différentes, un suivi des aménagements de poste, des démarches individuelles, un appui dans le travail de reconversion professionnelle, l'accompagnement en deuil du métier. Enfin, voilà, il y a plein de situations qui peuvent justifier des temps de travail, des temps d'échange, du dialogue nourri entre le représentant du personnel et le salarié qui le souhaite. Et puis l'accompagnement, il peut également se matérialiser par un appui au montage du dossier RQTH notamment, accompagner toutes les démarches auprès des MDPH. On sait très bien que ces dossiers, ils peuvent paraître parfois longs, fastidieux, difficiles à renseigner. Et puis, vous avez aussi évoqué dans un certain nombre de cas les problématiques aussi d'alphabétisation qui peuvent aussi limiter l'accès à toute cette démarche administrative. Donc voilà, sur cette approche un peu individuelle, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que les instances représentatives du personnel, elles ont un rôle à jouer qui est important, avec de multiples facettes, sur le volet de l'accompagnement individuel des salariés qui rencontrent des problématiques de santé ou de maintien dans l'emploi. Et après, il faut à nouveau rappeler qu'il ne s'agit pas de se substituer aux actions engagées par l'entreprise, évidemment, mais bien d'apporter un appui complémentaire aux actions qui sont mises en place par les différentes parties prenantes, que ce soit le manager, les acteurs RH, le médecin du travail, etc. Et ce rôle-là d'accompagnement individuel, et c'est là-dessus qu'on souhaitait insister, il est bien à distinguer de l'approche plus collective, qui fait également partie des missions des représentants du personnel, notamment les représentants du personnel, membres du CSE, voilà, qui, eux, ont un rôle plus collectif, plus global, qui s'inscrit à l'échelle de l'entreprise. Donc, rien à voir avec l'approche individuelle et d'accompagnement en direct qu'on évoquait à l'instant, puisque les membres du CSE, ils peuvent impulser une approche collective sur le sujet du handicap, du maintien dans l'emploi, de la prévention de l'inaptitude. Alors, ça passe par plein de choses différentes. Ça peut passer par un suivi des indicateurs clés relatifs au handicap au travail, le nombre d'aménagements de poste, le nombre de reclassements, la typologie des accompagnements qui sont mobilisés, etc. Ça peut être le fait de bénéficier d'un bilan des engagements qui sont conduits en faveur du handicap. Ça peut même être à l'initiative, ils peuvent même être, à l'initiative de la mise en place d'une politique dédiée sur le volet du handicap au travail, ou alors, de manière un peu plus générale, être force de proposition, d'informer l'employeur des aides et des dispositifs mobilisables, puisqu'on le sait, les représentants du personnel, ils ont aussi un rôle de veille sur les différents outils, les dispositifs, les acteurs qui sont mobilisables. Donc le CSE, c'est pas le lieu pour échanger ou pour aborder certaines situations individuelles, quand bien même celles-ci seraient représentatives de problématiques qui sont connues comme étant récurrentes ou plus larges au sein de l'entreprise. Donc c'est bien une dichotomie qu'il est vraiment important de rappeler et de faire pour éviter un mélange des genres. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, en l'absence de CSE, l'employeur il peut engager une discussion avec le collectif de travail pour échanger autour des indicateurs à sa disposition, donner l'opportunité aux salariés de faire valoir leurs difficultés collectives rencontrées, et puis pour l'employeur, d'informer sur les dispositifs, les accompagnements qui sont possibles à mobiliser en matière de handicap à l'échelle de l'entreprise. C'était dit tout à l'heure par M. Lannet, il y a beaucoup de choses qui existent en l'espèce aujourd'hui. Donc voilà, cette dichotomie entre accompagnement individuel et démarche collective, c'est vraiment quelque chose qui est important à faire et aussi pour l'entreprise de bien distinguer sur quels leviers et sur quelles étapes ils peuvent s'appuyer sur les représentants du personnel. Merci beaucoup, Monsieur Jolidon. On a notamment une petite question par rapport à ce que vous disiez sur l'accompagnement, qu'il soit individuel ou collectif, sur le fait qu'il existe des craintes aussi dans l'entreprise autour du handicap. Vous en avez parlé. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions pour dédramatiser finalement ces craintes autour du handicap? Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont existantes, qui permettent effectivement de mettre en place des actions de sensibilisation sur le sujet du handicap. Quand même, un des premiers leviers, c'est de rappeler d'une part que la reconnaissance administrative du handicap, c'est un outil qui reste confidentiel. Ça, c'est quand même un point qui est important. C'est-à-dire que le salarié, s'il souhaite faire une démarche de reconnaissance administrative de son handicap sans que son employeur le sache, sans que le médecin du travail le sache, etc., c'est tout à fait possible. Il peut faire cette reconnaissance pour lui. Après, évidemment, le fait de la transmettre à un interlocuteur
de confiance, comme le médecin du travail ou comme un acteur RH, ça va permettre derrière de pouvoir activer un certain nombre de dispositifs et de leviers. Si le salarié le garde que pour lui, évidemment derrière, il pourra pas l'utiliser au sein de l'entreprise, même si parfois on dit que c'est un petit peu une carte joker qui est utilisée lorsque la problématique de santé du salarié se dégrade. Mais en tout cas, déjà communiquer sur le fait que la démarche de reconnaissance administrative, elle est personnelle, elle est confidentielle, déjà ça me semble être un point qui est relativement clé. Et puis à côté de ça, je pense qu'il faut aussi rappeler le fait que cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ben, finalement, elle ouvre un certain nombre de droits, elle permet un accès à certains dispositifs, à certains outils, à certaines aides, à certains financements qui peuvent en fait permettre au salarié de compenser sa problématique de santé ou de s'orienter vers certains dispositifs qui vont lui permettre d'évoluer dans sa vie professionnelle. Et donc, effectivement, l'entreprise, elle a un rôle à jouer pour communiquer, pour passer un certain nombre d'informations à destination des salariés, au travers des représentants du personnel notamment, puisque c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, pour que justement on puisse dédramatiser ce sujet du handicap. Après, effectivement, la démarche de RQTH, ça reste une demande individuelle, donc elle n'a pas forcément à être gérée à l'échelle de l'entreprise. Mais par contre, le salarié, dans son rapport interpersonnel avec son représentant du personnel, s'il y a une relation de confiance qui est tissée entre les deux, ils peuvent tout à fait mettre en place des temps d'échange pour pouvoir avoir un appui pour voilà, monter le dossier, construire le dossier et puis accompagner du coup toute cette mise à disposition et tout le processus administratif qui suit au niveau de la MDPH, surtout parfois les délais sont relativement longs et parfois du coup décourageants pour les salariés. Donc le fait de ne pas être seul face à ce dossier pour le renseigner, mais aussi pour le suivre dans le temps, ça peut être un appui. Mais évidemment, il faut une relation de confiance, il faut que ce soit une approche, une démarche volontaire de la part du salarié. Merci beaucoup, Monsieur Jolidon. Pour rester toujours dans nos délais, hein, nous allons passer maintenant sur la conclusion, mais ne vous inquiétez pas, toutes vos questions seront encore une fois dans la foire aux questions qui sera disponible sur le site de la GFIP et de l'adresse. Et donc, pour conclure ce webinaire, je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur Lazare pour qu'il puisse vous dire encore quelques mots. Bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, par Corinne Lazare, donc, je suis directeur régional adjoint à l'ADRETS et je suis en charge du pôle politique du travail. Je pense que toutes les interventions qui sont survenues depuis 11 heures montrent en fait qu'il y a quand même deux idées clés qui sont des garantes d'une efficience d'une politique de prévention de la désinsertion professionnelle pour des raisons de santé. C'est à la fois l'idée de travailler le plus en amont possible et pas simplement au moment où la situation de santé est tellement dégradée qu'elle se traduit par la question de la déclaration par le médecin du travail d'une situation d'inaptitude au poste de travail et par une approche globale. Je pense que ce qu'a dit tout à l'heure, a témoigné Madame Brett sur la difficulté qui pouvait être liée notamment à la question de la mauvaise maîtrise de la langue française qui devenait un obstacle au reclassement au moment donné où la question du reclassement se posait, est un élément très illustrant. Et donc cette approche globale de la prévention des insertions professionnelles, comme l'évoquait Stéphanie Bovin dans son propos introductif, nécessite de s'interroger de manière plus globale sur les questions de formation, les questions de prévention des risques professionnels en amont pour éviter effectivement une usure professionnelle prématurée, de gestion de la carrière et de l'accompagnement. Et c'est ce qui donne tout son sens à ce qu'a voulu le législateur quand il a fusionné les institutions représentatives du personnel et faire du CS1 une instance unique qui traite de manière globale les sujets. C'est comme des sujets d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le maintien dans l'emploi est une très bonne illustration de la nécessité de cette approche globale. C'est-à-dire que si on a une approche des questions de prévention de la désinsertion professionnelle uniquement par le prisme du reclassement, de l'aménagement de poste et du reclassement au moment de la déclaration d'inaptitude, en fait, on traite les sujets a posteriori et pas en amont. C'est un sujet qui a été porté depuis de nombreuses années dans la région par l'ensemble des acteurs, les partenaires sociaux, les acteurs de prévention, les acteurs institutionnels qui interviennent sur le champ du maintien dans l'emploi et du handicap et qui ont conduit des travaux dans trois directions. D'abord, on a travaillé ensemble pour essayer d'améliorer la connaissance des situations. Donc, ça se traduit donc, notamment par des diagnostics
en matière de santé. Le diagnostic sur le plan régional de santé au travail a été réactualisé, il est actuellement disponible sur le site de la DREETS et donne des données qui permettent de lire ce que sont les conditions de travail, les situations de travail. Donc, diagnostic qui a été réalisé avec l'ensemble des acteurs du plan régional de santé au travail. On a conduit une étude sur les pratiques de négociation collective sur les questions de maintien dans l'emploi, et qui est également sur le site de la DREETS, où cette étude a visé à mettre en lumière des bonnes pratiques et donner des préconisations. Donc, bonnes pratiques qui étaient issues de pratiques de grandes entreprises, donc qui ne sont pas forcément transposables à toutes les entreprises, mais qui peuvent donner des idées, des réflexions sur des sujets de négociation et sur la manière de pouvoir développer des actions opérationnelles en matière de prévention de la désinsertion professionnelle. On a une étude actuellement qui est en cours, donc, qui est sur l'analyse des pratiques de ressources humaines autour des questions de maintien dans l'emploi face aux situations d'inaptitude dans les PME. On devrait être en situation de pouvoir la publier fin de cette année, au début de l'année prochaine. Et puis, on a engagé 2 autres études actuellement qui sont sur les parcours en amont et en aval des salariés licenciés pour inaptitude qui s'inscrivent à Pôle emploi. Et puis, on a une étude sur les pratiques des CSE et sur la manière dont les CSE se saisissent des questions de santé-sécurité au travail et abordent les questions de santé-sécurité au travail. Tous ces éléments de connaissance, il y a aussi un observatoire qui a été mis en place sur les conditions d'emploi, de travail des travailleurs handicapés, qui comporte des données sur le maintien dans l'emploi. Ce sont des données qui sont partagées par tous, qui peuvent donner des éléments de référence ou des pistes de réflexion sur finalement les orientations et les actions qui pourraient être conduites. Et on a l'ambition que ces documents soient des documents qui servent à nourrir la discussion entre partenaires sociaux aux différents niveaux, que ce soit l'entreprise ou à un niveau territorial, sur ces questions-là. Le deuxième axe sur lequel on a travaillé jusqu'à présent, c'était pour organiser le système d'acteurs autour des entreprises, en clarifiant le qui fait quoi, puisque M. Assenet évoquait le millefeuille des intervenants, en incitant les services de santé au travail à développer leur offre de services en matière de maintien dans l'emploi et à s'inscrire dans un système territorial d'acteurs et faire en sorte qu'ils puissent véritablement jouer, et c'est ce qu'a voulu également le législateur dans la loi du 2 août, un rôle central d'interface avec les salariés et les entreprises comme premier guichet, comme premier niveau d'interpellation sur des problématiques de maintien dans l'emploi, à travailler à soutenir toujours dans cette bataille contre le temps des initiatives, à impulser des initiatives qui visent à renforcer les liens entre les services de santé au travail et la médecine de ville, les kinésithérapeutes, pour que, toujours dans cette idée d'arriver à repérer les signaux faibles le plus tôt possible pour pouvoir mettre en place, à un moment donné où la question de l'emploi n'est pas encore posée dans une question de risque de perte d'emploi, qu'on puisse mobiliser l'ensemble des ressources et des outils internes à l'entreprise et externes à l'entreprise pour pouvoir permettre de trouver une sécurisation du parcours professionnel. Et puis de promouvoir et de développer ces outils et démarches avec, comme l'indiquait aussi Rémi Lanet tout à l'heure, la difficulté que l'on a à ce que l'ensemble de tout ce qui a été produit puisse arriver et être porté à la connaissance de tous ceux à qui ça serait utile. Et puis, donc, on a développé un certain nombre de démarches d'outils à l'intention des entreprises que l'on a soutenues, que ce soit des démarches repères sur le lien entre l'employeur et le salarié pendant un arrêt de travail, des éléments de repères aussi pour l'accompagnement, notamment du retour à l'emploi des femmes victimes d'un cancer du sein, et de manière plus générale, qui sont des éléments transposables pour le retour à l'emploi de salariés qui ont été victimes de longues maladies. Alors ça, c'est le passé. Alors la question sur l'avenir, c'est que dans la question du maintien dans l'emploi, ça demeure une question majeure de questions de santé au travail. C'est une question qui a été identifiée comme, à ce titre, par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 9 décembre dernier. La loi du 2 août, qui va prochainement rentrer en vigueur et progressivement, a dans ses différentes dispositions des volets qui renforcent la prévention de la désinsertion professionnelle sur plusieurs axes. D'une part, en renforçant le rôle des services de santé au travail, qui sont d'ailleurs renommés services de prévention et de santé au travail.
et avec notamment la mise en place obligatoire d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Tous les services de la région aujourd'hui n'ont pas mis en place une telle cellule. Sur le suivi renforcé des polyexpositions, sur le principe de visite médicale à mi-carrière, sur des rendez-vous de liaison suite à un arrêt de travail, sur l'aménagement des visites de pré-reprise, en organisant et en facilitant les échanges d'informations entre professionnels de santé, que ce soit médecine de ville, santé au travail et les organismes d'assurance maladie, en renforçant le rôle du référent handicap dans l'entreprise, et puis en aménageant, avec l'ambition d'une plus grande diffusion, toute une série d'outils ou dispositifs qui existent déjà et qui sont insuffisamment mobilisés, que ce soit l'essai encadré, les conventions de rééducation professionnelle qui peuvent être mobilisées pendant les arrêts de travail, l'accès au CPF de transition. En parallèle, donc les partenaires sociaux et l'État et la CNAM sont en négociation pour la définition des orientations du 4e plan de santé au travail, que l'on sera amené à décliner dans la région à partir de cette fin d'année et en début d'année prochaine. On sait d'ores et déjà qu'en fonction de l'état des discussions, qu'à la fois les questions de prévention de la désinsertion professionnelle et les questions de dialogue social seront parmi les ambitions de ce 4e plan de santé au travail. Et donc, on aura à se poser la question dans la région, au-delà de ces orientations nationales, de voir comment, en capitalisant sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent, on peut impulser, développer des actions concrètes qui pourront être mises en œuvre dans la région et qui viseront à renforcer la capacité des acteurs, notamment dans l'entreprise, acteurs du dialogue social, à pouvoir se saisir de ces questions, à discuter de ces questions, à les traduire en actes de négociation collective ou en objets de discussion au sein des CSE. Donc, cette capacité des acteurs dans les entreprises de se saisir de ces questions et d'engager des discussions pour en faire un véritable objet de dialogue social, me paraît, de mon point de vue, c'est un sujet que je porterai dans les discussions qui seront engagées quand on discutera sur le fond du 4e plan régional de santé, comme un enjeu majeur que l'on doit tenter de répondre, auquel on doit tenter de répondre en proposant des démarches et actions qui visent à renforcer les compétences collectives, tant des représentants du personnel que de l'encadrement, et visant à les outiller de manière très pragmatique et opérationnelle, avec une priorité pour les acteurs qui sont dans les PME et dans les TPE. Et comme il était évoqué le rôle de la CPRIA, je pense qu'il y a d'autres commissions paritaires qui regroupent des employeurs de petite taille. Ça peut être la CPRI d'une part, l'espace régional de dialogue social de l'économie sociale et solidaire d'autre part, qui sont autant de lieux, la commission paritaire dans les professions libérales, c'est autant de lieux dans lesquels peuvent aussi se construire un appui, un soutien, un accompagnement des acteurs dans les PME, dans les TPE de ces secteurs-là, sur cette question qui est essentielle. Donc l'État en région sera prêt à soutenir de telles démarches collectives et diffusera tout début du mois d'octobre plusieurs appels initiatives, dont l'un qui est porté conjointement avec la GFIP, pour encourager et accompagner des projets qui viseraient à la fois à développer des démarches de prévention de la désinsertion professionnelle et d'autre part d'encourager le dialogue social sur cette question-là. Et donc, pour conclure, je souhaite, j'imagine qu'il est partagé par l'ensemble des acteurs de la politique régionale de maintien dans l'emploi, que ce webinaire puisse contribuer à cette prise de conscience collective. Et puis, je suis convaincu que l'on pourra dégager un certain nombre d'actions et de projets dans les semaines à venir qui seront à la hauteur de ces ambitions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lazare. Je vais laisser les derniers mots de la fin à Madame François, mais juste avant ça, ne nous quittez pas sans avoir rempli le petit questionnaire de satisfaction qui vous a été envoyé sur le chat de discussion. Donc, et puis pour la fin, je laisse Madame François dire quelques mots pour la GFIP. Alors, je me permets juste de reprendre la parole après Monsieur Lazare pour d'une part vous remercier tous à nouveau pour votre présence ce matin, mais également pour vous informer des 2 prochains webinaires qui doivent se tenir respectivement les 30 septembre et 25 novembre prochains.
Les sujets, alors, sur la même plage horaire, hein, c'est-à-dire 11h, 12h30, et les sujets de ces 2 prochains webinaires seront agir et éviter l'inaptitude en repérant précocement les salariés en difficulté hein, du fait de leur état de santé, et puis accompagner la reconversion professionnelle lorsque le maintien dans l'emploi n'est pas possible, puisque parfois, voilà, le maintien dans l'entreprise n'est pas possible, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas si grave dès lors qu'un accompagnement a été fait en amont et qui va permettre à la personne de travailler un nouveau projet professionnel par le biais notamment de la formation, mais qui est un des outils. Ces webinaires, donc, comme l'a dit Marion, sont enregistrés, donc ils peuvent être vus bien sûr en replay. Voilà, j'espère qu'on vous a apporté des éléments d'information, puisqu'effectivement, de nombreux outils sont quand même à la disposition effectivement des employeurs et des salariés, mais la difficulté qu'on rencontre, c'est comment on vous approche, comment on vous touche. Donc voilà, on espère qu'aujourd'hui, on a pu vous éclairer sur ce sujet. Voilà, je vous remercie encore et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et encore une fois, si vous souhaitez répondre à notre questionnaire de satisfaction, il vous a été envoyé sur le chat. Ça prend quelques secondes, donc n'hésitez pas à nous faire un retour. Merci beaucoup. Et au revoir. Et merci à vous, les intervenants, pour cette session et pour toutes ces informations que vous avez partagées avec nous, qui étaient d'une très grande richesse. Merci beaucoup, Monsieur Lannet, Monsieur Jolidon, Monsieur Lazare, Madame François et Madame Bovin, et Madame Brett, qui a malheureusement dû nous quitter, mais que nous remercierons aussi par ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Merci, Au au revoir, revoir. merci. Bonne fin de journée.